Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Julie Busson reçoit Nabil Wakim, journaliste au Monde et animateur du podcast Chaleur humaine, diffusé tous les mardis auprès des lecteurs du quotidien. Avec nous, il discute du défi des médias à s'emparer des questions liées au climat et à la transition environnementale. Bonjour Nabil Wakim. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde en charge des sujets énergie et climat. Vous avez créé en 2022 un podcast Chaleur humaine dans lequel vous recevez des experts pour aider à comprendre les enjeux et trouver des solutions aux défis climatiques. Un processus de compréhension des causes, des problèmes mais aussi des solutions. Quel a été votre processus personnel de prise de conscience face à ces enjeux et comment êtes-vous arrivé jusqu'à Chaleur humaine et quelle serait la suite de votre parcours face justement à ces enjeux de dérèglement climatique en tant que journaliste ? Merci de me recevoir. Donc moi, je suis journaliste au Monde depuis une quinzaine d'années et j'ai fait diverses choses. Je me suis occupé du numérique, j'ai été journaliste politique, j'ai été journaliste économique en charge des questions énergétiques. Et en fait, plus j'ai avancé dans ce parcours-là, plus la question climatique s'est imposée à moi, notamment en couvrant les questions d'énergie, parce que ça m'a permis de comprendre à quel point ces enjeux étaient majeurs et souvent mal compris par le grand public et par les journalistes aussi d'ailleurs. Et puis, ayant été journaliste politique, je me suis rendu compte qu'en fait, les sujets étaient souvent décorrélés, c'est-à-dire il y avait dans la sphère économique des discussions sur la transition énergétique et puis d'autres discussions du côté politique et on avait du mal à avoir une vision transversale de ces sujets-là. Et donc l'idée de Chaleur humaine, qui est donc un podcast hebdomadaire sur le site du Monde et aussi une newsletter gratuite tous les mardis, c'est d'essayer d'aborder ces questions-là de manière transversale en disant voilà, en fait la question climatique on peut pas la mettre d'un côté et dire on va parler aujourd'hui du climat, demain de l'éducation, puis ensuite de l'emploi. En fait, tous ces sujets-là sont nécessairement connectés. Donc voilà, c'est un peu ça l'ambition de Chaleur humaine. Et justement, sur cette transversalité, vous, quelles sont les évolutions que vous observez dans votre métier ? Est-ce que vous trouvez que les journalistes, qui soient pas forcément des journalistes environnement, mais justement les journalistes éducation, les journalistes économiques, etc., savent aujourd'hui aborder le problème de façon systémique ? Et est-ce qu'ils ont le réflexe de l'évoquer, même quand ce n'est pas l'angle d'attaque de leur sujet ? Alors, je dirais qu'on n'y est pas encore, mais on progresse. Les médias, les rédactions, on a la même difficulté que le reste de la société, c'est-à-dire que jusque-là, un certain nombre de questions environnementales, et notamment les questions climatiques, étaient perçues comme un truc à part. Et donc, par exemple, au Monde, il y a un service économie, il y a un service politique, il y a un service planète, et donc chacun fait son truc. Voilà. Et dans chacun de ces services, il y a au service économie celui qui suit l'énergie, celui qui suit l'automobile, celui qui suit l'aérien. Et donc, il y a cette difficulté-là qui existe, par exemple, à l'échelle d'un gouvernement. Il y a le ministre de la Transition, il y a le ministre de l'Économie, il y a le ministre de l'Agriculture, et puis c'est comme si chacun menait des politiques publiques différentes. Et donc il y a un défi pour les médias de dire comment on fait pour réinventer notre vision du monde en intégrant la question climatique comme un sujet systémique, comme un sujet transversal. Donc on y arrive mieux aujourd'hui qu'avant. Le Monde a lancé plusieurs projets transversaux pour pouvoir mieux y arriver. On a aussi lancé un programme de formation interne avec de la sensibilisation avec la fresque du climat et de la formation avec des experts et des expertes qui viennent parler devant la rédaction. Et puis on a eu l'idée de lancer des projets transversaux. Là, il va y avoir un projet collectif de la rédaction du Monde sur la question de l'adaptation au changement climatique. Et l'idée, c'est que des journalistes qui travaillent pas d'habitude sur ces questions-là puissent le faire pour faire la connexion entre leur sujet d'habitude et les enjeux climatiques. Dans les podcasts que vous enregistrez, vous essayez d'apporter des éléments de compréhension sur les causes des dérèglements climatiques, mais aussi d'explorer des pistes de solutions et des réponses. Est-ce que les secondes, donc ces pistes et ces solutions, sont aussi audibles et écoutées que finalement les causes des dérèglements climatiques ? Oui, je dirais que c'est même le principe du podcast, c'est d'essayer de se poser la question de comment on fait et comment on essaye d'apporter des réponses.
avec une petite mesure sur le terme de solution, parce qu'en fait, on voit bien que dans la plupart des problèmes qui nous sont posés, face à la montée des températures, à la montée des eaux, au fait de devoir sortir des énergies fossiles, changer de modèle agricole, il n'y a jamais de solution simple. Il n'y a jamais de réponse d'une seule technologie qu'il faudrait utiliser, d'une seule pratique qu'il faudrait généraliser. On voit bien qu'en fait, c'est toujours un panel de solutions, que ces solutions ne sont pas ne peuvent pas être mises en œuvre du jour au lendemain, et donc c'est un processus. Et donc souvent la discussion tourne autour de ça et de dire en fait comment on fait, par quelles étapes il faut passer, combien ça va coûter, voilà. Et donc il est évident que les gens qui écoutent le podcast et même plus largement la discussion dans la société, elle est aujourd'hui beaucoup sur comment faire. Et c'est ce débat-là qu'il faut arriver à mener. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique mondial sur le fait que le changement climatique est un risque existentiel majeur pour l'humanité, pour notre avenir. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour y répondre. Et il y a ce consensus scientifique, mais on le voit, il y a quand même aussi beaucoup une montée du climato-scepticisme, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que, alors vous, les audiences que vous avez sont convaincues, puisque justement elles cherchent des solutions sur le comment faire, mais est-ce que vous observez en tant que journaliste cette montée en puissance du climato-scepticisme dans l'opinion, et quelles sont selon vous les tendances qui freinent les changements de système, et qu'est-ce qu'on verra émerger après le climato-scepticisme, le rassurisme, le technosolutionnisme ou le fatalisme? Alors le climato-scepticisme reste relativement stable dans l'opinion en France et c'est plutôt mieux, on va dire avec des grands guillemets, que dans un certain nombre d'autres pays, notamment aux États-Unis, où on voit bien qu'il y a une polarisation très grande du débat politique, où grosso modo on a des républicains massivement climato-sceptiques et des démocrates qui pensent que le climat est très important. C'est peut-être le danger qui nous guette en France et en Europe, c'est que dans un certain nombre de pays européens, on voit le débat se structurer un tout petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire un camp plus conservateur, embrasser un certain nombre d'idées climato-sceptiques, ou en tout cas qui visent à minimiser l'ampleur du risque climatique, et du coup une polarisation du débat qui risquerait de se structurer autour de ça. C'est une mauvaise chose et je crois qu'il est vraiment important de se dire que il peut y avoir une discussion avec des options différentes, des options de droite, des options de gauche, des options libérales, des options étatistes, des options de plein de manières différentes pour faire face au changement climatique, mais qu'il faut que la discussion elle se passe dans un cadre entre des gens qui ont compris les recommandations des scientifiques du GIEC. Et effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre de discours aujourd'hui qui sont pas des discours qui sont directement climato-sceptique au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire qui nie le fait que le changement climatique soit causé par l'activité humaine, mais plutôt des discours qui disent que c'est pas si grave, ou des discours qui disent qu'on trouvera bien une solution. En réalité, ces discours nous font perdre du temps. Le débat, comme je le disais tout à l'heure, il est de dire maintenant, aujourd'hui, comment on construit une trajectoire qui nous permet de sortir des énergies fossiles, de changer de modèle agricole, d'arriver à la neutralité carbone en 2050, en embarquant le plus de gens possible dans cette transition. Et donc, je crois que le risque de ces prises de position-là, c'est effectivement celui de nous faire perdre beaucoup de temps. Or, du temps, on en a peu parce que le processus de changement climatique, il est déjà très largement enclenché. Vous vous êtes d'abord intéressé, vous le disiez en introduction, aux enjeux énergétiques, et c'est vrai que la question est dans l'actualité en ce moment. Quel est votre constat à l'heure actuelle sur la compréhension des enjeux, sur les déterminants de la transition, ses freins, ses leviers? Quid de l'acceptabilité de cette transition chez les Français, mais aussi chez les décideurs économiques et politiques? Et est-ce qu'on est vraiment prêt à opérer cette bascule à l'échelle nécessaire et à déployer les renouvelables au rythme exigé? Je dirais qu'il y a plusieurs questions en fait dans cette question. Sur la question de la connaissance, je dirais qu'on progresse, mais que la connaissance d'une grande partie des Français sur les questions d'énergie et de climat reste quand même à améliorer. Ça va mieux qu'il y a quelques années. Il y a des initiatives comme la Fresque du climat qui a sensibilisé plus d'1 million de personnes à ces sujets-là. Il y a eu maintenant, on voit bien par exemple sur France Télévisions une initiative comme le journal Météo Climat. Ça permet de sensibiliser aussi au plus grand nombre. Donc on voit que ça progresse et ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ce qui est souvent mal compris, c'est les ordres de grandeur. Et ça concerne la population générale, les décideurs politiques, un certain nombre de décideurs économiques. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, les changements nécessaires sont structurels. On ne peut pas y arriver à la neutralité carbone en prenant des chemins de traverse, en bougeant les choses à la marge. Oui, il va falloir arrêter un certain nombre de choses. La première chose à arrêter, c'est d'arrêter
les nouvelles exploitations pétrolières, gazières et les nouvelles centrales à charbon. Ça, c'est très important et pour l'instant, on n'y arrive pas. Deuxième chose à faire, c'est de baisser notre consommation et notamment notre consommation d'énergie. Et donc ça, c'est des changements structurels qui sont très importants et qui sont en fait, je pense, les plus difficiles à accepter. On parle souvent de l'acceptabilité sur la question des énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur la construction d'usines, etc. Évidemment, c'est difficile. Ça n'a rien d'impossible. Il me semble que le débat le plus compliqué, en réalité, c'est ce débat sur la baisse de la demande, qu'on traduit souvent par le terme de sobriété, c'est-à-dire de renoncer à un certain nombre de choses. Baisser la demande, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut consommer moins, c'est-à-dire qu'il faut acheter moins, ça veut dire qu'il faut produire moins. Et ça, c'est des changements structurels qui sont assez importants. Ça veut dire aussi se déplacer moins, par exemple, faire moins de longs trajets en avion ou de longs trajets en voiture. Et donc ça, c'est des changements qui sont très importants. Évidemment, on pourrait ajouter la question de l'alimentation, qui occupe aussi une place qui est majeure. Et donc, par exemple, manger moins de viande de bœuf, notamment, manger moins de produits qui viennent de loin. Voilà, ça a des impacts qui sont très importants. Mais sur cette question-là, on a une expérience en France qui est très intéressante et dont je crois on ne tire pas assez les leçons, c'est celle de la Convention citoyenne sur le climat. La Convention citoyenne, donc c'était 150 citoyens qui connaissaient pas grand-chose aux questions climatiques, qui se sont formés, qui ont formulé des propositions. Et je crois que la plus grande partie de leurs propositions, ils avaient à cœur qu'elles soient acceptables par le plus grand nombre. Et malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de cette histoire-là, puisque le Parlement et le gouvernement n'ont pas repris l'intégralité des propositions, mais c'est possible de formuler des propositions qui sont de changements structurels. On le voit par exemple sur la rénovation des bâtiments, mais en disant, à côté, il faut un accompagnement qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut des investissements publics pour faire en sorte que ce soit acceptable pour le plus grand nombre. Vous donnez la parole à des experts, souvent avec une approche plutôt académique. Ne faut-il pas aussi entendre plus souvent la parole des décideurs économiques et politiques qui se confrontent sérieusement aux perturbations entraînées par ces diagnostics scientifiques sur les modèles établis et qui acceptent d'affronter de nouveaux types d'arbitrage ? Alors merci de cette question parce qu'en fait c'était à la base une partie du projet de Chaleur humaine, c'est-à-dire d'avoir notamment un certain nombre d'acteurs du monde de l'entreprise. Le problème c'est que c'est très difficile, et je le dis volontairement puisqu'on est dans cette discussion avec Little Wing, c'est très difficile d'avoir des interlocuteurs qui ont des postes à responsabilité dans des entreprises qui notamment ont un impact fort sur l'environnement et sur le climat et qui acceptent d'en parler de manière libre. C'est-à-dire, moi j'ai des discussions avec des dirigeantes et des dirigeants, notamment de très grosses entreprises du secteur de l'énergie, de la construction, de la chimie, qui disent des choses très intéressantes hors micro, mais qui, pour plein de raisons évidentes, ne sont pas capables de le dire face au micro. Et donc ça risque de faire des épisodes qui sont pas très intéressants à écouter. Donc il y a une vraie difficulté, et je crois que c'est un enjeu majeur aussi bien pour les entreprises que pour celles et ceux qui les conseillent dans leur communication, de les encourager aussi sur ces sujets-là à pouvoir dire on ne sait pas. Il y a un certain nombre de choses dans notre trajectoire qui ne sont pas sûres. Voilà les sujets sur lesquels on s'interroge et puis voilà les trucs sur lesquels en fait on n'a pas vraiment de réponse. Voilà là où on aimerait amener nos salariés et notre entreprise. Voilà comment on veut transformer notre modèle économique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas exactement comment on va le faire. Et ma difficulté, c'est que dans ces discussions-là, il y a une absence de sincérité dans les dirigeantes et les dirigeants quand ils s'expriment de manière publique. Et donc voilà, c'est une limite. J'espère arriver à la dépasser et à trouver des interlocuteurs au fur et à mesure que les enjeux de transition vont se faire plus prégnants, plus difficiles, qui auront aussi à cœur d'avoir ces discussions-là de manière plus ouverte. Merci Nabil Wakim. Merci beaucoup.